Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, une vidéo de grammaire dédiée à l'apprentissage de la préposition de et de ses multiples variations. Alors, derrière moi, un décor digne d'Halloween, petit clin d'œil à cette journée. Et vous aurez donc un cours sur la préposition de. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qui était consacrée à et à l'apostrophe ainsi qu'aux diverses variations masculin, féminin, pluriel, à la, au. Je vous invite à revoir cette vidéo, première vidéo. Et aujourd'hui, on va creuser encore davantage en parlant de la préposition de et de ses multiples variations. Vous aurez donc une présentation, ensuite des exercices avec corrigés comme d'habitude, et puis une partie un petit peu plus culturelle au sujet de tout ce qui a trait à la célébration de cette période de l'année, avec un petit texte en français pour les personnes qui apprennent aussi à lire et qui auraient besoin aussi de répéter des phrases, parce que certaines personnes ont aussi besoin de pratiquer leur phonétique. Donc vaste programme que cette vidéo. En tout cas, le 1er novembre, demain en France, est un jour férié, donc c'est la Toussaint, donc vous aurez le temps de la voir plus en détail et de faire les exercices. Et donc voilà, c'est ma seule intervention du moment. Ensuite, on va aller directement dans la vidéo. Je vous rajoute bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça nous aide beaucoup pour avoir davantage de visibilité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Le français peut être aussi effrayant qu'un film d'horreur à apprendre, surtout pour la conjugaison, la prononciation et les subtilités comme les prépositions. Nous allons donc profiter de la célébration d'Halloween pour évoquer la suite de notre précédente vidéo sur les prépositions, voire partie 1. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la préposition de, D-E. De est une préposition très fréquente en français. Elle sert à indiquer l'origine de quelque chose, mais pas seulement. On va la retrouver sous d'autres formes, et là, elle n'est plus dans la même nature grammaticale lorsque on l'utilise en tant qu'article partitif dans un paquet de biscuits. Je vous invite d'ailleurs à revoir notre vidéo sur les articles partitifs. De est également une préposition qu'on retrouve très souvent dans des phrases à la forme négative. Par exemple, je ne veux pas de café, et en forme contractée avec apostrophe, je n'ai pas d'enfant. N'oubliez pas de faire la contraction lorsqu'il y a une voyelle et la lettre H, à condition que la lettre H ne soit pas aspirée. Regardez encore une fois notre vidéo sur les prépositions première partie où on explique tout cela. Et puis si vous n'avez pas le temps ou si vous avez du mal à mémoriser, rappelez-vous que contrairement à l'anglais, le H est toujours muet. Donc on ne le prononce pas, et en tout cas qu'avec des voyelles, on doit donc faire une contraction de l'article. Voici, comme dans la première vidéo, des explications pour les variations de la préposition de. Pour les noms au féminin, on utilise la préposition de là. N'oubliez pas, je viens de la campagne. Et n'oubliez pas, comme nous l'avons dit, de mettre l'apostrophe lorsqu'il y a une voyelle. Par exemple, on va dire je vais à l'université ou je viens de l'université.
Alors ici, je parle de du, donc pour les noms masculins singuliers, on utilisera la préposition du. Exemple, je reviens du travail, je n'ai pas peur du fantôme. Du est aussi un article partitif pour les noms au masculin singulier, par exemple, je mange du chocolat. Je suis consciente que je vous parle de la préposition de et de ses variations afin de faire des petits rappels. Sachez que tout le monde n'a pas le même niveau de français et c'est pourquoi je dis fréquemment de revoir aussi nos précédentes vidéos. Dans la description, je mettrai également des recommandations pour les personnes qui souhaitent réviser ces points. Et enfin, concernant le pluriel, des pour les noms au féminin et au masculin lorsqu'ils sont au pluriel, on va utiliser donc la préposition des. Un exemple, je collecte des bonbons pour Halloween. Et des qui à la forme négative devient donc de. Exemple, je ne collecte pas de bonbons pour Halloween. Et je voulais faire une petite remarque, on met le S à bonbon parce que l'on marque le pluriel, mais en français on ne prononce pas le S, hein. C'est très différent de l'anglais, je le dis ça parce que je vois cette faute de plus en plus fréquente. En fait, je vois de plus en plus de gens qui essaient d'apprendre le français et c'est vraiment génial, mais qui sont bloqués parce qu'ils mettent des réflexes qu'ils ont par rapport à l'anglais. Essayez de vous rappeler que l'anglais et le français sont donc très différents et donc si en anglais on prononce la marque du S, eh bien ce n'est pas le cas en français. Et coucou à nouveau. Vous allez maintenant voir cette partie qui présente des verbes qui sont suivis fréquemment de la préposition de. Donc je vous invite à prêter attention notamment aux exemples car cela vous sera utile par la suite pour faire les exercices. Alors, nous commençons notre liste de verbes suivis de la préposition de. Accepter de faire quelque chose, arrêter de faire quelque chose, avoir besoin de quelqu'un, avoir besoin de quelque chose. Je vous ai mis un exemple, j'ai besoin de faire des courses au supermarché. On a également le verbe avoir envie de quelque chose. J'ai envie de manger du chocolat et par rapport à la subtilité de la langue, avoir envie de quelqu'un dans un contexte intime, hein, pas forcément quelque chose de, comme on dit, olé olé, mais parfois quelque chose même de très romantique dans des livres ou dans des films, ça veut dire tout simplement avoir du désir pour quelqu'un et donc vous avez cette construction. Vous voyez, pour chaque verbe, il y a la construction, par exemple verbe plus préposition de plus infinitif. Et donc, vous voyez que nous avons des fois des constructions assez longues avec plusieurs verbes. Nous avons envie d'aller au restaurant. Et j'insiste sur l'apostrophe qui est devant le verbe aller parce que lorsqu'il y a une voyelle, il faut faire cette apostrophe et c'est une faute qui est de plus en plus fréquente depuis que les personnes utilisent les réseaux sociaux et les traducteurs automatiques. Les traducteurs automatiques ne font pas cette apostrophe. Donc là, si vous voyez les sous-titres, c'est parce que je réécris les sous-titres, je les corrige dans la mesure du possible et systématiquement, je dois remettre l'apostrophe que le système informatique enlève. Donc sachez que vous apprenez en tant qu'être humain et qu'il y a une règle en français et donc cette règle, c'est donc de respecter l'usage de la contraction et de l'apostrophe. Voici maintenant le verbe avoir peur de. On peut avoir peur de quelque chose, on peut avoir peur de quelqu'un. Donc dans l'exemple que je vous ai donné, vous avez peur de rater votre train. On peut aussi avoir le verbe choisir de. Exemple, ils ont choisi d'étudier à Lyon, elles ont choisi d'étudier à Marseille. On a également le verbe continuer de.
Voici l'exemple, il continue ses études l'année prochaine. Nous avons également le verbe décider de. Nous décidons de réserver ce camping car le cadre est magnifique. Vous voyez dans ces exemples que je vous donne des constructions de phrases qui ne sont pas des phrases très très compliquées, mais il ne faut pas oublier donc que ces verbes sont suivis de la préposition de et nous ferons par la suite des exercices. Je lis les verbes afin que vous ayez la prononciation car j'ai remarqué que beaucoup de mes élèves avaient tendance à mal prononcer, notamment les verbes qui se terminent par ER. C'est bien le son et, continuer, décider, et non pas décidaire ou continuaire comme je l'entends fréquemment parce que les personnes ont tendance à vouloir prononcer toutes les lettres à l'anglo-saxonne. Justement, dans la deuxième ou troisième partie, nous allons parler de l'importance de ne pas céder à la globalisation et au soft power et que chaque culture est unique. Et bien, chaque langue est différente. Donc, pensez bien que vous êtes en français et que la combinaison E plus R, donc continuer, décider. Nous continuons notre liste de verbes. Si vous utilisez les sous-titres, c'est parfait car vous les mettez dans votre langue maternelle. Ça va vous permettre d'avoir la traduction des verbes. Et si par contre vous avez le niveau pour comprendre ce que je dis, concentrez-vous sur la prononciation. Déconseiller de faire quelque chose, déconseiller à quelqu'un de faire quelque chose, discuter de. Par exemple, nous discutons de l'actualité. On a également un verbe qui est bien aussi, qui est vous parler de la météo, donc qui veut dire discuter en fait de la météo. Envisager de faire quelque chose. Donc dans envisager, vous avez un verbe qui est dit intransitif. On va en parler un petit peu plus tard. Ce sera, je pense, l'objet d'une autre vidéo. Là, on va pas avoir trop d'informations. On est déjà sur la préposition de. Et donc, ce verbe envisager signifie prévoir, avoir le projet de. Je me permets de donner cette explication parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver certains verbes un peu complexes comme le verbe envisager et donc me demandent les traductions. C'est encore les effets un petit peu problématiques, comme je le dis toujours, des outils qui sont certes gratuits mais de moins en moins précis. Donc envisager veut dire prévoir, avoir le projet de faire quelque chose. Nous arrivons maintenant à des verbes qui commencent par la lettre E. Essayer de faire quelque chose. Je vous ai mis un exemple conjugué. J'essaie de faire un gâteau compliqué. Vous voyez qu'il y a toujours la formule, verbe plus préposition de plus infinitif et quand il y a des variations, je vous l'ai indiqué. Alors, on a également le verbe éviter de faire quelque chose. Exemple, j'évite de me coucher tard. Féliciter quelqu'un de, elle félicite ses collaborateurs pour leur implication. Féliciter quelqu'un de faire quelque chose, je félicite Paul d'étudier si sérieusement, il félicite François de travailler régulièrement. Encore une fois, vous voyez dans de nombreux exemples fournis dans notre vidéo, nous mettons les apostrophes et n'oubliez pas cela. Nous continuons avec nos verbes suivis de la préposition de. Alors, finir de faire quelque chose. Exemple, je finis de faire le ménage, je finis de lire mon livre. Interdire de, nous avons décidé d'interdire de fumer dans nos locaux. Interdire de faire quelque chose, eh bien on continue avec il est interdit de marcher sur les pelouses.
Interdire à quelqu'un de faire quelque chose. J'ai interdit à mes enfants de faire de la trottinette. Donc vous voyez ici dans nos exemples, encore une fois, j'ai mis donc lorsque c'était nécessaire des apostrophes, donc j'ai, vous voyez, donc on doit bien prononcer également le son j'ai. Une nouvelle faute que j'ai remarqué, les gens disent ja, je ne sais pas pourquoi, c'est une faute que je constate chez beaucoup d'élèves au niveau européen qui ne faisaient pas cette faute. Je ne pratique pas les intelligences artificielles, donc je ne sais pas pourquoi cette faute, mais en tout cas ce n'est pas ja, la combinaison A plus I crée le son est. Et vous voyez aussi qu'il y a des accents sur la lettre E et que donc ces accents produisent le son et comme dans décider. Voilà. Nous continuons notre exploration avec cette fois-ci le verbe jouer de. Dans ce cas, signifie tirer avantage de quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, il joue de sa notoriété pour vendre ses produits. Il joue de ses relations haut placées. Lorsque ce verbe est sous forme pronominale, se jouer de signifie se moquer de quelqu'un, le duper ou encore faire peu de cas d'une personne ou d'une situation. Exemple, il se joue de ses ennemis malgré son apparente timidité. Le verbe manquer de, exemple, elle manque de temps, il manque de place dans cette maison. Le verbe oublier de, faire quelque chose, vous avez oublié de descendre les poubelles. Le verbe parler de quelque chose ou quelqu'un, il parle de leur nouvelle collègue. Le livre parle de littérature romantique au XIXe siècle. Donc bien évidemment, si vous connaissez déjà ces verbes, vous pouvez passer directement au chapitre pour faire des exercices. Là, c'est bien sûr pour les personnes qui apprennent, qui sont donc en pleine découverte de ces verbes. Vous pouvez bien sûr utiliser cette partie pour réviser ou vous pouvez également aller directement à la partie pour faire des exercices. Le verbe promettre de faire quelque chose, elles promettent de faire leur devoir en avance. Le verbe proposer de faire quelque chose, je propose d'aller au cinéma, elle propose de cuisiner demain soir. Le verbe refuser de faire quelque chose, je refuse de me lever tôt le dimanche. Je vous invite à customiser ces exemples, c'est-à-dire en fait à vous les approprier et à les personnaliser. Voilà le mot personnaliser pour éviter d'utiliser un anglicisme. Donc plutôt que customiser, utilisez le mot personnaliser. Donc par exemple, je refuse de me lever tôt le dimanche. Vous pouvez très bien dire je refuse de me lever tard le dimanche en fonction de votre situation. Le verbe regretter de faire quelque chose, je regrette de devoir refuser votre proposition. Le verbe remercier quelqu'un de, je remercie mes amis pour leur cadeau d'anniversaire. Remercier quelqu'un de faire quelque chose, je remercie mes voisins de tailler la haie. Et ici donc nous avons un H aspiré, j'ai fait exprès de le mettre dans l'exemple. Vous voyez bien que ça s'appelle H aspiré, je n'ai absolument fait aucun son avec ma bouche, j'ai dit la haie et donc vous avez le H de la haie qui est complètement muet. Le terme H aspiré veut dire qu'en fait on ne peut pas faire de contraction. Donc vous avez vu qu'il y a des contractions devant des voyelles et devant les H muets, mais devant les H dit H aspiré, il n'y a pas de contraction. Je sais que ça peut être perturbant pour ceux qui apprennent la langue, c'est pourquoi je vous invite à revoir également notre vidéo numéro 1 sur les prépositions où on parlait plus en détail de cette particularité, de cette exception. Vous savez qu'en français, il y a une règle et puis il y a des exceptions.
Pour certaines personnes, il n'est pas facile de lire et d'écouter en même temps. J'espère donc que vous avez compris qu'il ne faut pas hésiter à mettre pause pour mettre un temps de lecture et ensuite écouter ce que je dis en rejouant la vidéo. Je voulais aussi revenir sur quelque chose. Les gens pensent qu'il suffit de regarder de manière passive les choses pour les apprendre. On en avait déjà parlé dans notre vidéo apprendre le français avec les romans et apprendre le français avec les chansons aussi, on en avait parlé. En fait, il faut vraiment être actif et non pas passif. Donc en fait, pour ceux qui découvrent, je vous conseille vraiment de lire la diapositive et ensuite d'écouter mes explications. Et ensuite d'essayer de faire une phrase en la personnalisant, mais éviter de juste écouter de manière passive parce que effectivement il y a plusieurs choses ici, il y a de l'écrit et il y a du son et selon vos préférences et vos capacités d'apprentissage, certaines personnes sont plus réceptives au son et d'autres sont plus réceptives à la lecture, mais l'idéal, ça serait donc déjà d'utiliser la fonction pause, de découvrir la diapositive et ensuite d'écouter et notamment dans cette partie de vous concentrer sur la prononciation pour les personnes qui ont du mal à prononcer le français. Donc, rêver de faire quelque chose, je vous donne un exemple, je rêve de voyager aux Maldives. Vous voyez, on ne prononce toujours pas le S qui est la marque du pluriel et le S n'est pas prononcé en français. Risquer de faire quelque chose, il risque de faire froid, elle risque d'être en retard. Et là aussi, j'ai beaucoup d'élèves qui prononcent la consonne finale, donc qui disent froide, retarde. Non, le français n'est pas l'anglais. En français, généralement, on ne prononce pas la dernière consonne. Alors bien sûr, il y a des mots, lorsque l'on parle en français, on va tantôt prononcer le S et tantôt pas. Je pense par exemple à plus, donc j'en veux plus, je n'en veux plus. Ce sera l'objet d'une autre leçon, je ne veux pas tout mélanger. En tout cas, essayez de retenir qu'on ne dit pas il risque de faire froide. Là, nous sommes avec le masculin, il risque de faire froid. Elle risque d'être en retard et indépendamment d'être au masculin, déjà froide c'est la version féminine de l'adjectif et ensuite on ne prononce généralement pas la dernière consonne sauf exception. L'exception qui confirme la règle, c'est une petite boutade que l'on fait en français, mais ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une exception ça doit devenir la règle. Je préfère le dire parce que j'ai remarqué chez les apprenants cette tendance à vouloir essayer de systématiser. Apprendre une langue, c'est toujours quelque chose de très long et de frustrant par moment. Donc essayez de vous rappeler des exemples qui sont lus. N'hésitez pas à rejouer la vidéo. Il risque de faire froid, elle risque d'être en retard. On ne prononce donc pas le D final. Découvrons à présent le verbe s'excuser. Donc s'excuser de faire quelque chose. Exemple, je m'excuse d'avoir oublié cette réunion. Je rappelle aux personnes de bien penser à mettre les sous-titres dans leur langue maternelle afin d'avoir la traduction des verbes, à moins qu'elles ne préfèrent les chercher ensuite à l'aide d'un dictionnaire ou de quelconque autre outil. Se dépêcher de faire quelque chose, exemple, je me dépêche de finir mon travail. Se moquer de quelqu'un, exemple, il se moque de nous. Se moquer de quelque chose, alors là, il y a plusieurs sens possibles. Je me moque de sa voiture, c'est-à-dire je dénigre sa voiture, je considère que c'est une voiture qui n'est pas jolie, par exemple. Ou je me moque des conséquences, qui signifie je n'en ai rien à faire des conséquences. Donc on peut l'utiliser par exemple dans des phrases comme je ne mets pas de pull, je me moque d'attraper un rhume par exemple. Donc c'est pas forcément des choses très graves, mais enfin ça signifie qu'on n'en a rien à faire.
Nous continuons avec les verbes se servir de quelque chose. Exemple, je me sers de mon ordinateur tous les jours au travail. Alors, se servir de quelqu'un, c'est donc utiliser une personne pour son propre intérêt. Exemple, il se servait de ses amis pour obtenir de l'argent, mais il fut vite démasqué. J'ai mis ici un peu de passé simple dans cet exemple. Se souvenir de quelqu'un, se souvenir de quelque chose. Je me souviens de mes copains à l'école primaire. Je me souviens de cette odeur de brioche. Enfin, s'occuper de, il s'occupe de ses affaires. Et nous terminons cette liste de verbes suivis de la préposition de par donc des réflexions sur le verbe intransitif. Qu'est-ce qu'un verbe intransitif? Là encore, comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il ne faut pas avoir trop d'informations, mais néanmoins c'est un verbe qui explique une action limitée au sujet et qui n'admet généralement pas de complément d'objet. Et ce type de verbe est très fréquent. Le petit Robert en recense près de 900 et beaucoup de verbes de la vie courante sont considérés comme des verbes intransitifs: penser, dormir, marcher, naître, nager. Pour savoir si un verbe est transitif ou intransitif, vous pouvez le vérifier dans le dictionnaire. Donc, nous reviendrons plus en détail. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce qu'à un moment, j'ai cité un verbe intransitif dans les exemples. Dans la liste qui concerne donc ces verbes suivis par la préposition de, c'est une sélection des plus courants, bien sûr, vous pouvez en rencontrer d'autres et je vous invite d'ailleurs à lire des livres, à lire des articles et à être curieux et à noter à chaque fois lorsque vous rencontrez un verbe suivi de la préposition de. Et pour terminer sur le verbe intransitif, c'est donc un verbe qui n'accepte pas de complément quel qu'il soit. C'est quelque chose d'un peu compliqué qui, à mon avis, nécessite d'avoir une vidéo à part entière. Donc je m'excuse de ne pas rentrer plus dans les détails parce que ça ferait un peu confusion. En tout cas, notez ce petit point. Nous allons très rapidement faire une vidéo sur le sujet. À présent, nous allons faire des exercices avec la préposition de. N'oubliez pas de mettre sur pause pour prendre le temps de réfléchir afin de conjuguer les verbes correctement. Et je lirai uniquement les corrections afin que vous puissiez entendre au niveau phonétique comment bien prononcer.
Voici le corrigé des exercices. Pour ceux qui préfèrent, sachez que sur notre site internet French Discoveries, vous pourrez télécharger les exercices si vous préférez avoir un PDF, un document que vous pouvez télécharger. Et puis, vous aurez également les corrigés qui seront fournis. En tout cas, si vous utilisez cette vidéo pour faire les exercices directement avec votre écran, n'oubliez pas de mettre sur pause. Voici le corrigé. J'accepte de venir travailler plus tôt. J'arrêterai de fumer au mois de janvier. J'ai besoin de faire un régime. Vous avez envie de visiter les châteaux de la Loire? Il a peur de rater son train. Nous avons choisi de déménager à Marseille. Les joueurs continuent de jouer malgré la pluie. Nous décidons de renouveler notre abonnement. Je déconseille d'apprendre le français si vous n'avez pas le temps de réviser. N'oubliez pas de mettre les sous-titres si vous voulez avoir la traduction des phrases en simultané lorsque je les lis. Voici maintenant le corrigé. Je discute de tout avec mes amis. Ce livre parle d'une histoire d'amour. J'envisage de déménager en Bourgogne dans quelques mois. J'essaie de cuisiner une recette végétarienne. Elle félicite sa meilleure amie de travailler autant. Je finis de travailler à 17h. Il est interdit de fumer dans le restaurant. Elle joue de ses relations haut placées pour obtenir des avantages. Il se joue du danger. Découvrons un nouveau corrigé. Ce plat manque de sel. N'oublie pas de descendre les poubelles. Ils parlent de leur projet pour l'été prochain. Il a promis de faire la vaisselle demain. Nous proposons de déjeuner au restaurant chinois. J'ai refusé ce poste car il était trop loin de mon domicile. Nous regrettons de devoir écourter notre visite, mais nous avons envie d'économiser des jours de vacances pour profiter davantage des vacances de Noël. Vous remarquerez donc qu'on ne dit pas projette, mais projet, car on ne prononce pas la dernière consonne et on ne prononce pas non plus la marque du S. Qu'il y ait un S juste après une consonne ne change rien. On ne dit pas projects comme en anglais, on dit bien projet. Et vous remarquerez également qu'il y a des apostrophes. N'oublie pas, parce que oubli commence par une voyelle, et j'ai refusé, il y a une apostrophe parce que j'ai commence donc par la lettre A. Encore un corrigé. L'actrice remercie l'équipe du film qui lui a permis de se dépasser à travers ce rôle. Il rêve de gagner le prix de Rome. Prends un manteau, il risque de faire froid ce soir. On s'excuse de ne pas venir, mais nous serons absents demain soir. Il faut se dépêcher de réserver les billets d'avion. Je n'aime pas quand on se moque de mes goûts musicaux. Il ne veut pas mettre de pull car il se moque d'attraper un rhume. Encore une fois, l'apostrophe que l'on retrouve devant le E de on s'excuse de ne pas venir parce que cela commence par la lettre E et il se moque d'attraper un rhume. Vous voyez encore une fois l'apostrophe. Pour vous aider davantage dans votre apprentissage, je vous invite dans un premier temps à mettre sur pause et à lire le corrigé et ensuite à écouter lorsque je lis les phrases et donc à revenir en arrière à réécouter. Nous continuons. Sers-toi de la serviette bleue qui est dans la salle de bain. Il se sert de la nourriture au buffet du vernissage. Marcel Proust s'est souvenu de ses souvenirs en mangeant une madeleine. Je me suis souvenu que je devais acheter des œufs. Vous vous occuperez de ce service après votre nomination.
Alors ici, vous voyez qu'on ne prononce pas la lettre T, sauf dans le cas du nom de famille Marcel Proust, parce que c'est un nom de famille qui est peut-être, je ne connais pas les origines de ce nom, mais donc là, on n'applique pas la règle de ne pas prononcer la consonne finale, parce que c'est un nom de famille. Mais sinon, on ne dit pas le buffet, on dit le buffet. Ensuite, vous avez aussi la prononciation des œufs, donc j'ai fait exprès de prendre cet exemple. Je me suis souvenu que je devais acheter des œufs et non pas des œufs, des œufs. Et puis, vous voyez aussi la combinaison E plus Z, vous vous occuperez de ce service après votre nomination. Je rappelle que sur la chaîne, nous avons sur notre chaîne YouTube des vidéos consacrées à la phonétique pour les personnes qui souhaiteraient réviser celle-ci. À présent, nous allons voir ensemble une réflexion autour d'Halloween et de l'importance pour certaines personnes de célébrer la fête des morts ou d'avoir accès au merveilleux. Enfin, une période assez particulière, hein, cette période de fin octobre, début novembre, là où on commence à rentrer vraiment dans l'automne. Donc, c'est une réflexion qui permet de lire et de découvrir du vocabulaire et puis d'écouter lorsque je lis afin de savoir comment prononcer. Pourquoi le mois de novembre est-il considéré comme macabre ? Parce qu'il débute par des événements qui font souvent l'objet de célébrations liées à la mort, au sinistre, à l'au-delà ou au bas astral, sorcières, fantômes torturés. Alors qu'il s'agit du cœur de l'automne, période propice à l'élévation spirituelle si on y réfléchit bien, plutôt que de céder à une logique commerciale ou à une ambiance macabre. Partout on affiche des symboles horribles ou tournant en dérision le trépas. À noter que le mois de novembre est aussi le mois où on commémore l'armistice de la guerre de 14-18, où on rend hommage aux morts pour la patrie. La connotation négative de la mort. Novembre évoque donc à plusieurs reprises la mort entre les fantômes d'Halloween, la célébration de la Toussaint et la commémoration du premier conflit mondial. La mort est souvent associée à la douleur, à la tristesse, à l'angoisse et génère même des angoisses chez certaines personnes. L'anxiété face à notre propre finitude ou celle de nos proches ne doit cependant plus être un tabou. C'est sans doute pour cela qu'il existe des célébrations autour de la mort à travers le monde, de véritables rituels pour exorciser cette peur du trépas et tenter de répondre à nos interrogations sur ce passage inévitable. N'oublions pas que le premier jour de la vie étant aussi le premier jour vers la mort, donc il faut être philosophe vis-à-vis de la mort, personne ne peut y échapper, c'est inévitable. Célébrer les défunts, pourquoi ? Les traditions et diverses fêtes autour de la mort permettent aussi de rendre hommage aux chers disparus, d'honorer les ancêtres et de se rassembler dans une communion entre vivants en l'honneur des morts. Traditionnellement, dans de nombreux pays, les familles se réunissent pour aller au cimetière sur les tombes de leurs défunts et se retrouver. Célébrer le passage d'une saison, utilité. D'un point de vue plus scientifique, célébrer le début d'une saison où les jours raccourcissent, moins propices aux récoltes à cause du climat, fait également sens. On entre dans une autre ère, une autre dimension, de manière temporaire, donc on a besoin de célébrer collectivement cette période. Cette période annonce l'hiver, le raccourcissement des jours, les feuilles des arbres tombent, il pleut beaucoup. Mais l'automne est aussi une saison où les feuilles des arbres, avant de tomber, prennent une teinte magnifique. Parfois, l'été joue les prolongations, c'est l'été indien. Et des activités comme ramasser des champignons, cueillir des pommes, se promener en forêt sont autant de moments sympathiques.
Le plaisir de se faire peur. L'obscurité, l'hiver, les bruits du vent, les pas étouffés par la neige quand elle tombe à la fin de l'automne, les sons ne sont pas les mêmes en hiver et en été. Les activités en automne et en hiver sont aussi différentes. Davantage tournées vers l'intérieur, on se réunit autour du feu dans les maisons de campagne, on se réfugie sous les couvertures pour lire, boire un thé, un chocolat chaud ou regarder une série. C'est une saison où on aime aussi se raconter des histoires étranges pour se faire peur, pour avoir la satisfaction de voir réussir le héros, pour que le bien triomphe du mal, car on sait qu'après la nuit viendra le jour. L'ombre et la lumière. Ténèbres et lumière se marient harmonieusement, car l'obscurité n'est finalement là que pour renforcer, contraster avec le jour. Tout comme les épreuves de la vie nous permettent d'apprécier davantage les bonheurs qu'elles nous offrent une fois la tempête passée. L'éternel affrontement du bien, du mal, du noir, du blanc, de l'obscurité, de la lumière, voilà de quoi nourrir beaucoup de contenu, de rêves, d'histoires, d'imagination. L'automne peut être une saison d'introspection, l'occasion de prendre du recul, de s'extraire du rythme effréné de l'existence. Bien évidemment, cela nécessite d'avoir le temps, la capacité et la disponibilité émotionnelle pour conduire un tel travail, mais à un moment dans notre vie, il sera possible de prendre ce temps nécessaire. Importance de ne pas céder au soft power et à la mondialisation. Cependant, quel dommage cette mondialisation qui pousse les jeunes générations à célébrer presque exclusivement Halloween alors qu'il existe d'autres traditions à travers le monde, notamment en Europe. Se limiter à une tradition, à une célébration, réduit le champ des connaissances et fait le jeu d'une société uniquement mercantile basée sur le profit. Nous vivons dans une période où nous avons accès à davantage d'informations que nos parents, donc pourquoi se limiter à une pensée et à une culture unique ? Profitons de la pluralité des sources et de la technologie pour élargir nos horizons et non pas pour les restreindre. Les écrans doivent libérer et ouvrir et ne pas contraindre ou limiter. Pour atteindre cette dimension vertueuse, il faudrait créer une écologie intellectuelle et éduquer vraiment les personnes à l'usage d'Internet et bientôt les éduquer aux intelligences artificielles. Vaste projet, mais nécessaire. En conclusion, célébrer cette période, s'interroger sur le passage des saisons, sur l'évolution de la vie, sur sa propre spiritualité, c'est aussi partir à la rencontre, à la découverte d'autres traditions plus ou moins oubliées, et pas uniquement Halloween. Ces traditions n'ont rien perdu de leur symbolique et utilité. Nous allons en présenter quelques-unes dans le prochain chapitre de cette vidéo. Restez avec moi pour découvrir les traditions à cette période de l'année en Europe. Dans cette dernière partie, nous allons découvrir les célébrations étranges à travers l'Europe, les célébrations qui ont lieu au même moment qu'Halloween. Nous évoquerons bien sûr quelques célébrations qui ont lieu à un autre moment de l'année. Donc vous êtes ici dans une partie davantage podcast, donc je vous invite à surtout mettre les sous-titres dans votre langue maternelle. Sachez que vous pouvez retrouver également les textes à télécharger sur notre site internet French Discoveries ainsi que les exercices et leurs corrigés. Il n'y a pas qu'Halloween le 31 octobre, il y a également d'autres traditions. La soirée des esprits en Roumanie. Alors, elle n'est pas célébrée le 31 octobre, mais le 29 novembre. La veille de la Saint-André, appelée aussi la nuit des esprits, les gens se regroupent et prient collectivement pour se protéger des créatures qui entrent les montagnes. On célèbre cette nuit le 29 novembre. Décidément, le mois de novembre est toujours placé sous le signe du paranormal. En Allemagne, il existe aussi une tradition païenne qui est connue sous le nom de nuit de Walpurgis et qui est apparue au XVIIe siècle. Cette nuit est assimilée
au sabbat des sorcières et cette célébration est condamnée par l'Église. Concrètement, maintenant, de nos jours, cela ressemble plutôt à une soirée dansante et elle est célébrée le 30 avril. Lors de la nuit d'Halloween, soit le 31 octobre, en Allemagne, on a une tradition assez drôle, c'est de ranger tous les couteaux pour éviter que les âmes des morts ne se blessent avec. C'est plutôt original et les Allemands font attention à leurs défunts. En Autriche, le 31 octobre, on va honorer l'âme des défunts en laissant du pain, de l'eau et une lampe à leur destination. C'est une façon de les accueillir quand ils reviennent le soir, car forcément, les esprits ne reviennent que la nuit. En Bretagne, on a une tradition qui est un peu proche. On laisse aussi une bûche allumée dans la cheminée à l'intention des défunts pour les réchauffer, car une ancienne croyance bretonne prônait que les esprits des morts revenaient la veille de la Toussaint, ainsi qu'à chaque solstice. Donc en Slovaquie, le 31 octobre, nous avons une nuit spéciale où on place une chaise devant la cheminée pour tous les membres de la famille, qu'ils soient vivants ou décédés. C'est une manière symbolique de garder le lien entre générations et de montrer qu'on n'a pas oublié les personnes disparues. En Sicile, durant la nuit du 1er au 2 novembre, nous avons des cadeaux pour les enfants. Les enfants reçoivent en se réveillant des petits cadeaux de type friandises qui ne sont pas offerts par le Père Noël. Les parents leur disent que ce sont les morts qui sont venus leur déposer ces friandises. Et à noter qu'en Sicile, la mort n'est pas un sujet tabou. Toujours en Italie, à Palerme, lors d'Halloween, il est de tradition de visiter les catacombes des Capucins afin de se reconnecter avec les ancêtres. Également en Italie, donc on ne bouge pas de l'Italie, au mois de novembre, on prépare une pâtisserie qui s'appelle la Fève des Morts. Je vous ai mis dans l'article publié sur le site internet French Discoveries, je vous ai mis le lien où trouver la recette si vous êtes curieux de faire ce gâteau. Et ces biscuits ont pour objectif de commémorer les défunts. À Venise, d'ailleurs, il existe une tradition qui s'appelle le Pont des Morts et qui a lieu du 1er au 10 novembre. Alors, j'espère que les touristes qui, pour le moment, ont laissé les Italiens tranquilles pendant cette tradition ne vont pas venir envahir ce pont. Ce pont est un pont flottant qui permet de se rendre au cimetière de Venise qui se trouve à San Michele. Et donc, plutôt que de prendre les bateaux, vous savez, qui sont donc sur les canaux de Venise, il y a pour permettre aux personnes d'aller se recueillir sur la tombe de leur famille un pont flottant. Donc bien sûr, si vous êtes touriste, merci de ne pas utiliser ce pont temporaire et d'encombrer le cimetière. Ce pont est placé pour les Vénitiens, pas pour faire des selfies. Donc pas de selfies devant les tombes, ni de valises à roulettes, s'il vous plaît, si vous êtes à Venise à cette période. Cette période est vraiment dédiée au recueillement et au respect des traditions. Mais voilà, c'est intéressant de voir que les gens vont marcher sur l'eau pour aller honorer leurs chers disparus. Ils vont donc marcher sur l'eau grâce à un pont flottant, mais qui est dédié à vraiment quelque chose de familial et de religieux. Donc si vous êtes à Venise et que vous êtes juste curieux, évitez s'il vous plaît les TikTok, les Instagram, les vidéos en tout genre. En France, c'est le jour de la Toussaint qui est traditionnellement réservé pour célébrer les morts. Ce jour-là, le 1er novembre, qui est aussi le jour où sort cette vidéo, les personnes se réunissent en famille et vont fleurir les tombes de leurs disparus. C'est l'occasion de se retrouver et de se recueillir. Ce genre de tradition existe également en Pologne. Pour rester en France, en Lorraine, il existe une tradition ancienne qui s'appelle la nuit des betteraves grimaçantes et qui a lieu le 31 octobre. Les enfants sculptent des betteraves comme si c'était des visages faisant des grimaces et les betteraves sculptées sont ensuite déposées sur des rebords de fenêtres, les balcons et divers espaces publics, notamment les croisements de routes et dans les cimetières. L'objectif, alors elles sont éclairées
éclairés par des bougies, ces têtes de betterave, et en fait l'objectif c'est de faire peur et d'effrayer les passants qui s'attardent dans la nuit ou les personnes qui sont égarées. De nos jours, il existe un festival fort sympathique au château de Saint-Sixte en Lorraine, donc le festival des betteraves grimaçantes. Dans l'article sur notre site internet French Discoveries, je vous ai mis aussi le lien vers ce festival. C'est peut-être un peu tard pour y assister cette année, mais en tout cas vous avez une forte documentation qui explique comment se passe ce festival et ce qu'on peut y trouver, et vous pouvez déjà envisager une alternative à Halloween pour l'année prochaine. En France, la célébration d'Halloween est récente, on va dire 10 ans tout au plus, et c'est essentiellement une fête commerciale qui est importée des États-Unis. C'est un pur produit du soft power américain. C'est un simple événement au service de la consommation qui n'a aucune valeur spirituelle ou ésotérique. Si on devait lui trouver un intérêt, ça serait bien sûr d'amuser les enfants, et en même temps ça montre aussi un peu notre illogisme en tant qu'adulte, puisqu'on passe notre année à dire aux enfants il ne faut pas manger de bonbons, ce n'est pas bon pour les dents, et là on fait des activités, on leur demande d'aller voir des personnes pour demander des bonbons. Je précise également que c'est d'autant plus illogique que en temps normal on n'enverrait jamais un enfant frapper à la porte d'un inconnu pour obtenir des bonbons. Et ensuite, lorsque vous dites aux enfants ne suis pas un monsieur qui te propose des bonbons, vous comprenez que pour certains enfants ce n'est pas très clair, puisque le jour d'Halloween on leur demande avec un seau d'aller frapper à la porte des maisons pour réclamer des friandises. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est une dissonance cognitive, c'est pas la seule qu'on a, mais donc voilà, Halloween reste une fête commerciale, et d'ailleurs pendant longtemps elle n'a pas été célébrée ni en France ni dans les pays européens. Une autre fête entre guillemets ou célébration américaine, hein, le Black Friday qui apparaît maintenant beaucoup aussi bien sur internet que dans les magasins. C'est une période de solde, une période d'opération spéciale, mais c'est uniquement commercial, il n'y a absolument rien de spirituel et il n'y a aucune valeur ésotérique non plus à Halloween, car rien ne peut rattacher Halloween à la culture et aux traditions françaises en termes de paranormal et d'ésotérique. En France, nous avons une sorcellerie des campagnes qui est une activité qui est discrète, mais qui est traditionnelle et qui continue d'ailleurs de perdurer. Et la tradition qui est pratiquée, la tradition de sorcellerie qui est pratiquée en France est aux antipodes de ce qui est pratiqué dans les pays anglo-saxons, où la sorcière a aussi une image féministe, alors que la sorcière au sens sorcellerie des campagnes est plutôt une guérisseuse dans l'aspect positif, mais peut être également sous un angle négatif une personne qui est payée pour vous embêter dans la vie, la fameuse poupée avec les clous, et également d'autres sorts que nous n'allons pas évoquer, mais banaliser la sorcellerie sous l'angle d'un amusement me semble dangereux, d'autant plus qu'il y a, qu'on y croit ou pas, des personnes qui utilisent cette pratique pour avoir une emprise psychologique. Vous savez, quand on dit qu'on a froid, on a encore plus froid, donc quand on pense que l'on est ensorcelé, on va attirer de soi-même le malheur. Donc sans remettre en cause les pratiques ésotériques qui existent en France, il faut savoir qu'elles n'ont rien à voir avec les images, l'iconographie véhiculée par Halloween anglo-saxon, et on peut donc parler même de deux écoles différentes. Malheureusement, j'ai envie de dire, comme partout dans le monde, Halloween se répand de plus en plus et banalise le paranormal et des comportements qui me semblent un peu étranges, à savoir
envoyer des enfants chercher des bonbons et les inciter à manger des confiseries alors qu'on leur dit le contraire dans la vie de tous les jours. Et c'est devenu en fait une activité qu'on pourrait qualifier donc de mainstream, de populaire, qui génère également des contenus et donc de l'argent et également des ventes de produits et d'occasions spéciales. Il y a donc une certaine un certain style, excusez-moi, une iconographie du paranormal, et donc les fantômes sont représentés d'une manière assez douce. Alors certains vont dire que oui, il y a des représentations avec du sang et avec des blessures, mais ça reste stylisé si vous comparez avec les représentations plutôt françaises des esprits et aussi le mal tel qu'il peut s'incarner réellement. Donc la sorcellerie des campagnes existe toujours en France, et lors du 31 octobre, qui est donc la nuit la plus sombre de l'année, certaines personnes font des rituels. Et ce qui est assez étonnant, c'est les personnes qui font des rituels uniquement voilà, sur un but soi-disant de bien-être et de féminisme. Sachez qu'il existe aussi des personnes qui font des rituels dans un but beaucoup moins progressiste et beaucoup moins gentil, j'ai envie de dire. Et qu'on y croit ou pas, ça crée quand même une mauvaise ambiance, des mauvaises énergies. Donc l'ésotérisme à la française est très différent de la culture mainstream des pays anglo-saxons, mais reste très effrayante. La sorcellerie des campagnes, je le disais, se transmet encore de nos jours, souvent de manière familiale, souvent de manière discrète. Méfiez-vous des écoles de sorcellerie qui ouvrent à droite et à gauche. Le principe de l'occultisme, occulte veut dire caché, donc on ne va pas former des personnes à être sorcières comme on forme des personnes à être secrétaires. Et la sorcellerie à la française, la vraie sorcellerie, n'a rien à voir avec le folklore de la sorcière féministe, rien à voir avec les citrouilles, avec la collecte de bonbons et de jolis fantômes en drap blanc qui font bien rire les adeptes de cette sorcellerie. Malheureusement, il est difficile de lutter contre le marketing et la mondialisation. Je terminerai en disant qu'il existe bien sûr beaucoup d'autres traditions du culte des morts à travers l'Europe, et beaucoup d'autres traditions dans lesquelles on va parler du rôle de la sorcellerie et des sorcières, principalement à cette période de l'année, à travers l'Europe et aussi à travers le monde. Mais Halloween étant juste l'événement le plus mis en avant et commercialisé, ça ne veut pas dire que c'est le plus intéressant ni le plus amusant. Et son utilité est surtout de nous faire dépenser de l'argent et peut-être, oui, d'amuser les enfants. Mais j'y vois aussi un danger, car les enfants sont innocents et malléables, et on peut donc banaliser l'ésotérisme sous une iconographie drôle, alors que l'ésotérisme et la pratique de la magie et du paranormal sont des choses qui sont tout sauf drôles. Et la célébration d'Halloween nous permet surtout de nous faire réfléchir à ce rétrécissement des pratiques culturelles, car dans une époque ultra connectée, là où on pourrait avoir au contraire accès à de nombreuses pratiques culturelles et être curieux de découvrir ce qui se passe dans les autres pays, nous adoptons une pratique unique, alors que nos pratiques devraient être davantage plurielles et non standardisées. Pour finir, je dirais aussi que le diable, pour être puissant, fait toujours croire qu'il n'existe pas. Pourquoi je fais ce parallèle? Eh bien, en nous faisant croire qu'Halloween est un événement anodin dans lequel il y a quelques amusements, parmi lesquels des bals masqués, parmi lesquels des soirées où on rigole, des soirées où on fait des petits gâteaux originaux, où on va chercher des bonbons. Cela permet de dédramatiser la sorcellerie et la pratique de cette dernière, qui a encore de beaux jours devant elle et qui, je vous l'assure, n'est absolument pas drôle pour les personnes qui sont ou qui se croient victimes de celle-ci. Donc nous allons maintenant
essayer de penser au positif, même si c'est dans l'être humain d'aimer se faire peur, de montrer que l'on peut surmonter le mal, mais en tout cas, essayons de réfléchir un petit peu plus avant à notre célébration festive et pourquoi nous n'avons choisi qu'une seule tradition et pourquoi elle gagne du terrain au niveau commercialement, alors que nous pourrions sur un plan spirituel nous poser de nombreuses questions et profiter de cette période pour nous recueillir, faire un point sur notre existence, nos envies, nos projets. Bref, je prêche dans le désert car je pense que la tradition d'Halloween va avoir encore de beaux jours devant elle. Néanmoins, vous savez que je m'intéresse aussi également à l'ésotérisme et au paranormal et je dis méfiance. Quand quelque chose paraît trop gentil, il y a un proverbe qui dit « gentil n'a qu'un œil », c'est-à-dire il cache son autre œil et donc méfions-nous.